Bienvenue dans l'Africa News, votre émission de débat et d'analyse. En cette semaine consacrée à la Guinée équatoriale, le dossier du jour s'intéressera à l'urbanisation du pays. Et au sommaire également de cette émission, une position de l'armée burkinabé a été attaquée. C'était ce mercredi 12 octobre. 6 personnes en ont été victimes. Et le président malien Ibrahim Boubacar Keïta tient ses promesses. Il vient en effet d'institutionnaliser le statut de pupille de l'État pour les enfants des officiers morts dans le cadre de leurs fonctions. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler, nos éditorialistes, avec à ma gauche Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et Gratien Roukindikiza. Gratien, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Une position de l'armée burkinabé a été attaquée ce mercredi 12 octobre à Intangom, une localité située dans l'extrême nord du pays, à la frontière avec le Mali. Bilan 6 victimes. C'est un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le Burkina Faso, de nouveau frappé par une attaque au nord du pays. C'est dans la nuit du 11 au 12 octobre que 6 personnes ont perdu la vie suite à une attaque dirigée contre un poste de police tenu par l'armée régulière burkinabé dans le village de Intangom. Si de sources sécuritaires, l'on affirme que le calme est de retour à Intangom. Pour de nombreux spécialistes des questions sécuritaires, il n'en demeure pas moins vrai que sur le plan des bonnes pratiques, le renseignement est de loin le plus efficace pour freiner le phénomène. Ce n'est pas seulement de contrer, si vous voulez, cette menace uniquement sur le volet sécuritaire. Il y a aussi d'autres types d'éléments qu'il faut mettre en branle, notamment le renseignement, parce que vous imaginez que ces terroristes, pour pouvoir s'infiltrer dans une bande comme la bande sahélo-saharienne, qui est un espace qui est difficile et très hostile, et qui n'est pas permis à tout le monde de pouvoir y habiter, bénéficient forcément, si vous voulez, de la connexion avec, ou de la complicité, on va le dire comme ça, avec les populations locales. En mai et septembre 2016, des attaques similaires avaient été respectivement perpétrées dans le sud-ouest du pays, à Koutougou dans l'extrême nord et dans l'Oudalan, province frontalière avec le Mali et le Niger. Le bilan depuis 2015 fait état d'une dizaine d'attaques et autant de pertes en vie humaine. Malgré la barbarie qui les caractérise, jamais leurs auteurs n'ont pu être interpellés. De quoi admettre pour certains que les défis qui attendent les autorités sont énormes si l'on veut reprendre le contrôle de la sécurité dans cette partie du pays. En la matière, aucune possibilité n'est exclue. Je sais que les autorités burkinabées sont en train de réfléchir sur la question en pensant, par exemple, faire intervenir ou essayer de ramener, on va dire, à la maison les bataillons qui ont certainement acquis de l'expérience dans les opérations de maintien de la paix ou du soutien de la paix, pour pouvoir aussi apporter leur expérience dans la lutte contre ce phénomène-là. Ça peut être une piste assez intéressante. Au mois de janvier 2016, c'est Ouagadougou, la capitale, qui a subi une attaque terroriste tuant une trentaine de personnes. De l'avis d'observateurs, ces attaques interviennent et se multiplient au moment où la chute du régime de l'ancien président Blaise Compaoré en 2014 a laissé un vaste vide sécuritaire, notamment dans le domaine des renseignements dans le pays. Désormais, toutes les initiatives devront tendre à combiner les moyens et les efforts en vue de lutter contre ce terrorisme d'une autre facette. Jean-Marie, une nouvelle attaque pour autant. Le Burkina Faso reste-t-il un pays sûr comme il l'était encore il y a quelques années ? Je ne dirais pas que le Burkina Faso reste un pays sûr. Vous savez, Amira, la dynamique terroriste, c'est une dynamique, si vous voulez, qui ne va pas s'éteindre du jour au lendemain. L'insécurité va rester latente, si vous voulez, dans toutes ces zones-là. Il est vrai qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on a un peu baissé la pression par rapport, si vous voulez, aux différentes factions que nous pouvons retrouver sur place. Vous avez 3 pays qui sont concernés là-dessus. Nous avons le Burkina, nous avons le Mali et nous avons le Niger. Là, dans le reportage, nous venons de voir qu'il faut une coopération nécessaire. Le renseignement, c'est quoi? C'est pas seulement mettre les soldats sur le terrain, nous l'avons suffisamment dit sur ce plateau, à savoir qu'il est nécessaire qu'on puisse intégrer la population dans ces services de renseignement-là, parce que quand vous avez dans un village et que vous avez des nouvelles personnes qui arrivent, il n'y a que les populations qui sont sur place qui sont capables de détecter ces gens-là. Ce n'est pas les militaires. Les militaires ne peuvent pas le faire, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance des lieux. Donc, ici, là, c'est une coopération régionale qu'il faut mettre en place, de manière surtout au niveau des frontières pour essayer d'étouffer ces différents mouvements-là. Parce que s'il n'y a pas cette coopération transfrontalière-là entre les États, je pense que ça va être très, très difficile de pouvoir venir à bout de ces groupes terroristes. Alors, justement, Gratien, ces groupuscules qui s'attaquent au Mali ou au Burkina Faso sont
souvent les mêmes. On a eu Almoura Bitoun qui était responsable de l'attaque du Radisson Blu au Mali, qui en début d'année avait aussi attaqué le Burkina Faso. On le voit bien, des pays, des groupuscules terroristes qui vont de pays à pays. On en vient encore à cette problématique majeure sur le continent africain, c'est bien évidemment la porosité des frontières. Oui, il y a des grandes frontières. Surtout, il y a des pays comme le Burkina Faso, même le Mali, ne peuvent pas contrôler, disons, toutes leurs frontières. Mais il y a cette notion, comme je viens de le dire, du renseignement et en même temps la mutualisation des moyens, parce qu'on a l'impression que chaque pays compte pour soi-même. Et de cette façon, les pays sont fragiles. Le Burkina Faso, par exemple, le problème qui se pose au Burkina Faso, c'est que on essaie de disséminer de petites unités pour garder la frontière. Pour moi, c'est une erreur tactique parce qu'il y a de forces assez importantes qui attaquent. Donc, il faut essayer d'avoir des grosses forces, des bataillons, à un endroit donné, mais améliorer, disons, la portabilité pour que ces bataillons puissent se déployer rapidement d'un côté ou de l'autre. Mais ce qui vient de se passer au Burkina Faso, je pense qu'on ne peut pas dire que vraiment ce sont des attaques terroristes, des islamistes tels qu'on le dit. Je pense qu'il faut aussi essayer de se renseigner du côté des gens, des déçus du pouvoir de l'ancien, celui qui était au pouvoir. Et d'ailleurs, certains commencent à parler de l'adjudant Koulibaly. Jean-Marie, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse de Gratien selon laquelle il ne s'agirait peut-être pas de terrorisme, mais tout simplement de personnes, de dissidents ou d'une rébellion, tout simplement ? Vous savez, Amira, toutes les possibilités, c'est-à-dire, sont sur la table, tout simplement. Pourquoi? Parce que ce sont des mouvements qui ne sont pas contrôlés en tant que tels. Est-ce que ce sont des mouvements à l'extérieur, qui viennent de l'extérieur du Mali? Ça peut être une possibilité. Ça peut être aussi la possibilité dont Gratien vient de souligner, à savoir que ce sont des forces intérieures qui veulent continuer à déstabiliser le pays. Nous l'avons suffisamment dit sur ce plateau, à savoir que ces forces-là, c'est-à-dire vivent de quoi? Vivent des trafics. Dès l'instant que vous voulez éradiquer un mouvement, c'est-à-dire sur un territoire qui est occupé et qui procure des ressources, ces ressources-là qui permettent de financer la guerre, à partir de là, nous allons nous retrouver devant une équation qui est pratiquement insoluble parce qu'à un certain moment, vous allez avoir des individus. L'armée peut passer dans un village et voir que le village est tranquille. Pendant que l'armée passe là, qu'est-ce qui se passe? Les factions, c'est-à-dire les factions, vont se cacher. Et dès que l'armée repart, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez des attaques de ce genre-là. Parce que ces gens-là ont besoin, si vous voulez, comme on en parle sur les médias, ont besoin du buzz. C'est-à-dire savoir qu'ils font peur à des individus. Gratien? Oui, je pense que le mode opératoire, on va attaquer une unité qui est, disons, isolée. Et en même temps, on va récupérer les armes. Ils ont récupéré pas mal d'armes, des pick-up avec des mitrailleuses. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont quelque chose, ils ont une intention d'attaquer. Après, ce ne sont pas des mouvements terroristes tels qu'on le voit, qui peuvent s'attaquer aussi à la population pour faire beaucoup de bruit. On a l'impression, c'est vraiment ça en cachet d'une naissance, d'une rébellion. En principe, dans plusieurs pays, ça se passe comme ça dès le départ. Et à l'occasion des 56 ans de l'accession à son indépendance, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé la mise en place des pupilles de l'État. Les enfants et veuves des militaires ou des fonctionnaires morts dans le cadre de leurs fonctions bénéficieront désormais d'une protection sociale spécifique. Explication dans ce reportage de notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. Au Mali, la crise datant il y a 3 ans continue de causer des pertes en vies humaines. Des attaques visant des populations civiles ou militaires sont de plus en plus récurrentes. Les FAMA, les forces armées maliennes, en sont les cibles privilégiées. Ces attaques sont lourdes de conséquences avec leur lot de veuves et d'orphelins dans le désarroi. La prise en charge de ces ayants droit constitue un véritable dilemme. C'est pour assurer un avenir à ces familles de soldats et fonctionnaires morts pour la République que le président Ibrahim Boubacar Keïta envisage la mise en place des pupilles de la nation. Le 22 septembre dernier, célébrant les 56 ans d'indépendance du Mali, le chef de l'État a estimé la nation redevable à ses braves soldats et commis de l'État. Le Conseil des ministres a adopté une loi sur la relecture de la question de pupilles de la République. Vous savez qu'il y avait les pupilles de la nation, les pupilles de l'État, mais nous avons maintenant la pupille de la République, qui est un chapeau global pour embrasser toutes les situations de détresse de l'enfance, de la jeunesse. Et singulièrement, nous visons là les orphelins militaires, les enfants de ceux-là qui sont morts pour le pays. Il est temps, il est bon, il est séant que la nation prenne soin
de cela. Et sous forme législative, notre Assemblée nationale sera rapidement interpellée pour qu'elle fasse en sorte que nous ayons là également ce qu'il faut dans l'arsenal juridique. Madame Dante Awa Kouyaté, femme d'un militaire, a perdu son mari dans une attaque en novembre 2013. Avec ses 3 enfants orphelins qu'elle peine à scolariser, cette loi qui sera votée par les élus du peuple est une bouffée d'oxygène pour cette veuve. C'est une bonne chose si la loi venait à être appliquée. Mais il ne faudra pas que cela freine l'élan des autres donateurs qui vont abandonner les efforts qu'ils faisaient pour nous du fait de cette annonce. On avait prévu de prendre en charge les frais de scolarisation de autant d'enfants l'année prochaine. Et à Solidaris, on a le projet Tomber pour nous, debout pour eux, sur lequel on est partenaire avec Open Mali sur le volet scolarisation. Et donc ce projet-là, c'est de venir en aide aux veuves par le biais des sessions de formation dans plusieurs domaines. Et donc, nous nous posons la question, est-ce que ces différents projets-là ont lieu d'être du moment que l'État va les prendre en charge? Alors, entre l'annonce et l'application, le délai, ça c'est une inquiétude. Donc, il serait intéressant que l'application soit rapide pour qu'on ait l'impact tout de suite. Cette nouvelle mesure, si elle venait à être adoptée, aiderait des milliers d'enfants qui sont souvent déscolarisés suite à la mort de leurs parents. Le chef de l'État a promis, en plus de la mise en place des pupilles de la nation, des moyens conséquents à la disposition des forces de sécurité afin de faire face aux attaques de groupes armés terroristes et indépendantistes depuis 2012. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, vient donc d'honorer un engagement qu'il avait tenu l'année dernière. Ce n'était donc pas une promesse électorale, Jean-Marie, comme on a l'habitude de voir souvent. Je pense que le geste du président Ibeka est un geste, si vous voulez, qui va dans le sens de la nation. Tout simplement pourquoi? Une des fonctions régaliennes de l'État est laquelle? C'est la défense du territoire. Vous avez le chef de l'État qui est là, qui est censé assurer ça. Vous avez un ministre de la Défense. Et ensuite, vous avez les soldats sur le terrain qui sont là pour défendre la patrie. Institutionnaliser, si vous voulez... institutionnaliser, si vous voulez, la prise en charge de ces soldats-là, ce n'est que la reconnaissance de la nation vis-à-vis, comment dirais-je, de ces enfants qui sont tombés pour la défense du territoire. Je trouve que c'est une très très bonne chose parce que dans la plupart de nos États africains, les États africains oublient ça souvent, c'est-à-dire on a des guerres un peu partout. Les soldats de temps en temps sont oubliés. Des gens qui sont tombés sur le champ de bataille pour pouvoir défendre la nation. Donc je trouve là que le président Ibeka a eu une très très bonne attitude et une bonne démarche, c'est de pouvoir prendre en charge ces gens-là qui sont tombés pour la défense de la nation. Alors, rappelons que cette loi sur les pupilles de l'État donne droit à la prise en charge des frais d'actes médicaux ou de soins, à la prise en charge des frais de scolarité, des frais d'apprentissage ou de formation, et donne même droit à l'octroi d'une bourse d'enseignement. Gratien, on peut parler d'une avancée plus que significative. Oui, c'est une avancée significative parce que il faut savoir que l'armée malienne se recompose aujourd'hui, disons, et c'est de se donner de la force, de l'énergie, parce qu'elle fait face à un ennemi pratiquement des fois visible et d'autres invisibles, et c'est une armée qui est en cours, disons, de refonte. C'est une bonne chose parce que les militaires, on sait bien que les militaires se sacrifient, sont des martyrs, se sacrifient pour le pays. Il faut que le pays aussi fasse des efforts pour, disons, la génération, la suite, pour leurs enfants. Mais toujours est-il que ce qui se passe, la loi, c'est une bonne chose, l'application va poser un problème. Parce qu'on parle des militaires, des enfants des militaires qui sont morts sur le champ de bataille, mais imaginons un militaire qui meurt en cours de route, sur la route, dans un accident, alors qu'il va au front. Comment est-ce qu'il va être caractérisé? Donc, c'est vraiment essayer de bien définir pour qu'il n'y ait pas certains qui vont être lésés, d'autres qui vont être incorporés alors qu'ils ne sont pas morts sur le champ de bataille. Jean-Marie, c'est une loi qui a longtemps été dans les tiroirs. Pourquoi avoir attendu tant de temps pour la rendre effective? Mais vous savez, quand on parle de la situation du Mali, Amira, ce n'était pas une situation facile. Le Mali, si vous voulez, avait à faire face à un défi inconnu pour un pays comme le Mali. Vous savez très bien que dans le reportage, nous avons vu un des intervenants qui disait que c'est bien beau, c'est-à-dire
d'avoir voté la loi. Encore faudrait-il que cette loi soit promulguée, qu'elle soit rendue effective. Tout simplement, pourquoi? Parce que derrière, vous avez un problème de ressources. Donc, un chef d'État est là pour faire quoi? Pour gérer, si vous voulez, le budget de la nation quelque part par le biais de son ministre. Donc, à partir de là, si les moyens n'étaient pas disponibles, je trouve tout à fait normal que le président Ibeka n'ait pas pris, si vous voulez, le risque d'être critiqué par la suite, d'avoir fait voter une loi, l'avoir fait promulguer, sans la faire suivre par des actes correspondants par rapport à la situation à laquelle le pays est confronté, à savoir, si vous voulez, cette dynamique sécuritaire-là, qui est une dynamique qui menace pratiquement tout le pays. Donc, de mon point de vue, bon, il y a, vous savez, généralement, dans les démocraties, on se dit que quand on vote, si vous voulez, on fait des promesses électorales. Ces promesses électorales sont rarement tenues dans toutes les démocraties du monde. Mais au moins, il faut se donner les moyens. Et c'est bien que le président Ibeka s'est donné les moyens. Il aurait pu peut-être dire que bon, ça c'est l'armée, c'est leur fonction. Il faut bien que ils sont morts sur le champ de bataille. Et cette reconnaissance-là n'a pas lieu dans tous les États africains. Il fait combien de le souligner, Amira? Gratien, où en est justement le Mali? On parlait des terroristes. Au Burkina Faso, on sait que le Mali revient de loin. On sait qu'il y a les accords d'Alger qui ont été signés. Est-ce qu'on peut dire que le Mali est sur la bonne voie pour la stabilité sécuritaire, sociale et économique? La stabilité sociale et économique, je pense, oui. Mais la stabilité militaire, il y a encore à faire parce que j'ai l'impression qu'ils ont signé des accords à Alger, mais j'ai l'impression que ces accords, aucune des parties vraiment ne veut les appliquer, que ce soit du côté de du Nord, des rebelles du Nord, ou même du pouvoir. On a l'impression que c'est un jeu de cache-cache, parce que les uns les autres ont des intérêts, disons, à maintenir une telle situation. Ce qui est étonnant, c'est que le pouvoir, aujourd'hui, a déjà une milice qui opère vers le Nord, et il y a le Nord, bien sûr, une milice qui combat le pouvoir. Donc, il faut vraiment, je pense qu'il faut qu'il y ait une bonne volonté, la bonne volonté des deux côtés pour avancer, parce que de cette façon, aucune des parties ne pourra accuser l'autre d'avoir torpillé les accords d'Alger. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.